Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice du site Tradupreneur. Parce que traducteur rime aussi avec entrepreneur, avec Gaëlle Gagné, nous avons eu envie de créer ensemble, en alliant nos compétences, un espace et des ressources dédiées aux professionnels de la traduction qui ont aussi un esprit d'entrepreneur, pour faire connaître notre doux métier et pour aider également les personnes à se lancer et à se développer. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes du monde de la traduction. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise de traduction ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous, chères auditrices et auditeurs de Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Meurville, traductrice de l'anglais vers le français, spécialisée dans les droits de la personne et formatrice experte en écriture inclusive. Bonjour Isabelle. Bonjour Aurane. Comment vas-tu aujourd'hui ? Mais je vais très bien, je te remercie. Et toi ? Eh ben écoute, très bien et très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode. Alors tout d'abord, j'aimerais que tu nous présentes avec tes mots un peu ton parcours pour nous expliquer comment tu es devenue traductrice et d'où t'est venue ta spécialisation. Bon, alors mon grand âge m'autorise à remonter très très loin. Je vais peut-être te faire sourire d'ailleurs. Donc je remonte très loin dans le temps, juste pour te dire, j'avais 3 ou 4 ans et mon frère avait 1 an de moins. Et il commençait à s'exprimer, mais c'était un grand inventeur de langue, mon petit frère, et il s'exprimait dans sa langue à lui, donc à cet âge de 2-3 ans. Et je me souviens par exemple qu'il avait rebaptisé les oiseaux des quaquams. Donc j'étais en fait son interprète familial. Et je pense que le plaisir de faire passer le message d'une personne à une autre pour faire comprendre, pour que l'autre soit compris, ça remonte carrément très très loin comme ça. Donc après, évidemment, j'ai suivi des études. Voilà, j'ai passé un bac 3 langues étrangères. Pour des raisons familiales, j'ai pas suivi des études d'interprète après mon bac, ce qui était mon premier choix. Je suis partie sur une autre voie. Bon, pas follement épanouissante. Et ce n'est qu'à 35 ans que je suis revenue aux langues et à la traduction en passant un DU à l'université de Rennes 2. Ah, on a fait la même université. Non. Si, j'ai fait le master de Rennes 2. Bon, bah voilà, on aurait pu se croiser. Mais je pense que c'était quand même, malgré mes 35 ans, c'était peut-être un peu avant toi. Je pense aussi. Donc voilà un petit peu le parcours que j'ai suivi. Et puis je me suis installée, donc ça fait une vingtaine d'années d'ailleurs, précisément aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux que tu avais 20 ans aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer justement cet anniversaire ? Eh bien, j'ai créé ma structure juridique. À l'époque, il n'y avait pas d'auto-entreprise, donc on créait son entreprise unilibérale, on va dire, auprès de l'URSSAF et puis de l'administration. Et j'ai eu le papier officiel le 1er octobre 2001. Donc voilà, c'est parti. J'ai 20 ans aujourd'hui. Félicitations et bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Et donc à partir du lancement de ton entreprise, tu as démarré donc comme traductrice de l'anglais vers le français. Et est-ce que tu as commencé à te spécialiser dès le début ou ça a été progressif ? Ben, quand je me suis installée, en fait, donc je sortais de cette voie qui m'épanouissait plus, et je me suis dit que tant qu'à prendre ma liberté, bah je voulais tout.
en fait. Je voulais absolument tout. Donc, je voulais gérer mes horaires, gérer mes voyages, mes formations. Je voulais une clientèle qui me ressemble. Et donc, je me suis spécialisée dans un premier temps, donc dans la transition énergétique, les énergies renouvelables, et puis les droits humains. Et puis ensuite, assez naturellement, en fait, sans vraiment en avoir conscience, j'ai poussé mes exigences d'adéquation un petit peu plus loin en appliquant d'autres règles que celles du masculin qui l'emporte dans mes traductions, dans mes révisions, et par souci de conformité avec mes valeurs féministes qui étaient là depuis toujours. Donc en fait, ça s'est passé comme ça. Et ma première cliente, en fait, c'était une voisine qui est directrice marketing d'une maison d'édition de logiciels. Et c'est elle qui m'a remis le pied à l'étrier, qui m'a fait reprendre un petit peu cette voie que j'avais un peu mise de côté, sans vraiment l'abandonner, mais disons mise de côté depuis quelques années. Donc la spécialisation en écriture inclusive, en français inclusif, elle est venue un petit peu naturellement comme ça. Donc j'ai fait de manière empirique, par essai-erreur. J'ai un peu exploré la langue, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, dans quel cas on pouvait contourner, etc. Puis j'ai développé la palette, enfin j'ai exploré la palette parce que la langue française est extrêmement riche pour répondre à ce contournement, à cette règle que nous impose l'Académie française d'accorder au masculin. Et justement, est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus en détail c'est quoi l'écriture inclusive à nos auditeurs et auditrices? Parce que souvent, dans le débat public, on entend presque exclusivement, l'utilisation du point médian à outrance. Voilà, est-ce qu'il existe d'autres techniques de rédaction pour écrire de manière inclusive? Alors oui, parce que précisément, comme je te disais, moi, il y a 20 ans, le point milieu ou point médian ou le trait d'union, on n'en parlait pas. Absolument pas. Donc forcément, moi, j'ai mis en place des habitudes, parce qu'en fait, c'est essentiellement un changement d'habitude, avec ce qui existe dans la langue française. Donc, donc si on reprend bien la définition, on appelle rédaction épicène, rédaction non sexiste. En fait, c'est le refus d'appliquer cette règle un peu dogmatique quand même du masculin qui l'emporte. Donc, voilà, règle que je trouve injuste parce qu'elle écarte la moitié de l'humanité. Et est-ce que justement tu peux nous rappeler d'où elle vient cette règle, un peu le côté historique? Alors oui, tout à fait, tout à fait. En fait, elle cohabitait avec une autre règle, d'accord, qui s'appelait la règle de proximité. Et les deux règles cohabitaient en fait jusqu'au XVIIIe, pardon, quand l'Académie française a été créée et imposé exclusivement cette règle du masculin qui l'emporte. Donc la règle de proximité, l'exemple fréquent qu'on cite, c'est ce qui permettait de dire les hommes et les femmes sont belles. On accordait l'adjectif au substantif le plus proche. Et Racine l'appliquait, Madame de Sévigné l'appliquait, la règle a été courante, elle a perduré assez loin. Et je dirais que, en fait, on continue à l'appliquer, mais de manière contournée. Par exemple, c'est un exemple que j'ai noté récemment dans une traduction. C'était un texte qui parlait de l'exploitation du modèle et de la plateforme commerciaux. Si on accorde modèle et plateforme au masculin qui l'emporte, on a commerciaux à UX après plateforme. Et on entend bien qu'à l'oreille, l'exploitation. Mais ouais, ça sonne vraiment bizarre. Donc, je pense que spontanément, dans notre travail de traduction, de rédaction, de création de contenu, on va aller remettre plateforme d'abord pour que modèle soit collé à commerciaux et écrire l'exploitation de la plateforme et du modèle commerciaux. Tout à fait. Et d'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse, moi je pense que c'est par ce biais-là en fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture inclusive, parce qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à beaucoup écrire dans mon métier de traductrice, je me rendais compte qu'en fait qu'à chaque fois que je devais traduire justement ces structures avec plusieurs noms féminins et masculins suivis d'un adjectif, j'inversais tout le temps pour que justement la règle du masculin qui l'emporte marche bien. Et je me disais mais c'est pas normal. Enfin, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Et c'est par ce biais-là en fait que j'ai commencé vraiment à lire des choses et à m'intéresser et à changer ma manière d'écrire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse.
Ah oui, mais je pense qu'on fait toutes et tous ce constat à un moment ou à un autre. Donc après, quand on en prend conscience, bon là, l'exemple que j'ai donné en plus concerne pas des humains, donc on va dire que c'est secondaire. Le modèle et la plateforme, voilà, n'ont pas de revendication à la visibilité. Mais quand il s'agit d'êtres humains, c'est quand même ennuyeux. Donc voilà, il y avait cette règle de proximité, il y avait cette règle du masculin qui l'emporte, et puis on pourrait aussi imaginer aujourd'hui donc un petit peu de tolérance, par exemple, sur l'accord à la majorité. On pourrait imaginer que, par exemple, on parle des traductrices qui composent quand même 75-78% de la profession. Oui, tout à fait. Alors après, il faut aussi jouer, tu vois, il faut aussi jongler entre qu'est-ce qui va continuer de transmettre des stéréotypes. Par exemple, si on reste statistiquement parlant sur l'accord de majorité, on parlerait des infirmières. Bon, ça peut être intéressant aussi de briser le cliché et précisément là d'utiliser un masculin pour parler des infirmiers ou de façon un peu plus épicène, un peu plus globale, englobante, de parler du personnel infirmier. Donc voilà, c'est entre tout ça qu'on doit jongler et il n'y a pas de règle unique en fait. C'est à chacun d'entre nous, de s'approprier ce qui correspond à nos valeurs, en respectant le message évidemment de notre clientèle et puis du public cible, le lectorat qui va lire notre écrit, notre message. Mais on peut jongler avec tellement de possibilités. C'est vraiment enrichir son style que de commencer à se poser ce genre de questions en fait. Et c'est vrai, tu vois, on s'était beaucoup posé la question pour le nom justement de la plateforme Tradupreneur avec Gaël, qui est au masculin pluriel. Et on avait essayé plein de possibilités différentes et au final on a opté pour ce choix qui n'est ni bon ni mauvais, mais c'est vrai que ça fait se poser beaucoup de questions justement parce qu'on voulait que ce soit le plus inclusif possible, que tout le monde s'y retrouve et qu'en même temps qu'à l'oreille ça marche, tu vois, il y avait plein de paramètres et c'est vrai que oui, on s'est posé beaucoup la question et on s'est dit bah oui, c'est vrai que notre profession, il y a à peu près 80% de femmes. On aurait très bien pu appeler la plateforme tradupreneuse. Bon, ça s'appelle tradupreneur, mais il y a tout le monde, les tradupreneuses, les tradupreneurs, les tradupreneurs même. C'est pour tout le monde. Mais il est chouette, ce petit suffixe AIRE, parce qu'il permet effectivement, sans trop dénaturer le substantif de départ, d'englober aussi les personnes non binaires. Et je le trouve à la fois valorisant et facile à comprendre et vraiment très englobant. Je l'aime bien, moi, le petit suffixe AIRE. C'est un de mes chouchous. Je sais, je l'ai découvert par tes communications, justement, ce petit suffixe. Alors maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on joue à un petit jeu en direct. Alors j'ai préparé un petit texte de 3 phrases écrites au masculin qui l'emporte. Je vais d'abord lire le texte en entier, et puis après on va décortiquer phrase par phrase comment justement, quelle technique on pourrait utiliser pour l'écrire de manière inclusive, pour que tu nous proposes tes solutions. Alors c'est parti, c'est bien connu, les traducteurs sont méticuleux, méthodiques et rigoureux. Ils font l'impossible pour satisfaire leurs clients les plus exigeants. Mais attention à ne pas les confondre avec les interprètes, ces beaux parleurs des cabines, car ils pourraient bien vous faire les gros yeux. Alors c'est parti pour la première phrase. C'est bien connu, les traducteurs sont méticuleux, méthodiques et rigoureux. Alors, j'opterais pour la double flexion, donc je dirais les traductrices et les traducteurs font preuve de minutie, de méthode et de rigueur. Alors, j'aurais pu garder méticulosité, mais du coup, voilà, ça me semblait un peu long, puis je trouvais que ça sonnait bien. Minutie, méthode et rigueur, oui. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai utilisé donc la double flexion sur les traducteurs. Comme tu l'utilises au pluriel, j'ai pas à travailler sur l'article, mais j'aurais pu mettre le doublet complet avec la traductrice et le traducteur. Mais bon, voilà, au pluriel, les traductrices et les traducteurs, ou dans l'autre sens, les traducteurs et les traductrices. Ensuite, il y a l'auxiliaire être qui implique souvent forcément des adjectifs genrés. Donc, l'idée, c'est de le contourner, soit avec avoir, soit avec un verbe riche. Donc là, j'ai opté pour font preuve de.
Et du coup, derrière, suivent la série de substantifs. Hein. Donc, les traductrices et les traducteurs font preuve de minutie, de méthode et de rigueur. Eh bien écoute, on va passer à la deuxième phrase. Ils font l'impossible pour satisfaire leurs clients les plus exigeants. Alors là, je change un petit peu de technique puisque la phrase commence par un pronom. Je vais utiliser le verbe en sujet et je vais commencer par satisfaire leur clientèle la plus exigeante est leur priorité absolue. Donc, en commençant par le verbe, je mets un petit peu l'accent sur l'action. Donc, je trouve que ça dynamise un petit peu la phrase et ça met l'accent sur le mot le plus important, satisfaire. Je transforme leurs clients en leur clientèle parce que la clientèle est alors un petit peu déshumanisée. Hein, ça peut être l'inconvénient de cette solution-là, de passer de client ou cliente à clientèle. On déshumanise un petit peu l'individu, mais du coup, on globalise et on va s'adresser plutôt à un ensemble de personnes, à un groupe de personnes. Donc, satisfaire leur clientèle la plus exigeante, là, on l'accorde avec le substantif, il n'y a pas de malaise avec ça, est leur priorité absolue. Donc, voilà, les masculins sont contournés. Une parfaite trouvaille. Merci beaucoup pour cette solution. Alors, on va terminer avec la troisième phrase, un peu humoristique d'ailleurs. Mais attention à ne pas les confondre avec les interprètes, ces beaux parleurs des cabines, car ils pourraient bien vous faire les gros yeux. Alors, mais attention à ne pas les confondre avec les interprètes. Je garde interprète qui est un épicène au pluriel, donc on ne travaille pas non plus les articles. Alors, j'hésite entre ces langues affûtées, ces voix d'or, ces voix discrètes des cabines, car vous pourriez vous en mordre les doigts. J'étais partie sur cette idée. Donc, j'inverse le « il pourrait vous faire les gros yeux » à « vous pourriez le regretter, vous pourriez vous en mordre les doigts ». Voilà, c'est simplement une inversion du sujet. Et puis, bien sûr, tout ce qui est métonymie, métaphore, hein, donc les voix d'or, la voix discrète, la langue affûtée, ce sont des contournements aussi du masculin qui l'emporte parce que du coup, on ne préjuge absolument pas avec les métonymies, on ne préjuge pas du sexe de la personne. Et ça, voilà, c'est tout ce qui compte, quoi. Du coup, ça devient épicène. On englobe aussi les personnes non binaires. Oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Isabelle pour toutes ces explications. Je pense qu'on a vu un bon nombre de solutions justement pour écrire de manière plus inclusive. Et justement, je crois que tu proposes bientôt une nouvelle session de formation d'automne pour ta formation Écrire sans exclure. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Alors, mais voilà, oui, c'est vrai que après 15 ans d'essais-erreurs, d'empirisme, de recherche, je me suis dit que ce serait peut-être bien de partager un petit peu ce que j'avais appris. Et puis, parce que je ne veux pas que tes auditrices et auditeurs y passent à nouveau 15 ans, sinon on va pas faire avancer la cause du respect de tout le monde dans la langue écrite. Donc, en fait, sur la base de mon expérience, j'ai conçu en 2015 une formation en rédaction non sexiste et inclusive pour les métiers de l'écrit. Donc c'est vraiment hyper niché, hyper pointu. Donc cette formation, tu l'as dit, s'appelle Écrire sans exclure, que j'abrège en S, E2SE, Écrire sans exclure. Parce que S, en fait, c'est le suffixe des métiers des femmes au Moyen-Âge. Hein, la langue du droit a gardé, par exemple, la partie demanderesse, mais on parlait de venderesse, de poétesse, de doctoresse, de mairesse, etc. Donc, on est bien dans le sujet des métiers des femmes. Et puis, la lettre S, quand on le prononce à l'oral, on entend la lettre S de l'alphabet qui marque le pluriel, parce que les femmes sont plurielles. Donc, la prochaine session à distance, tu l'as dit, elle a lieu du 25 octobre au 10 décembre parce que donc c'est la formation longue. Cette session longue, elle me semble importante parce que c'est le temps qu'il faut en fait pour prendre une habitude. Avec le petit exercice que tu as proposé tout à l'heure, on se rend compte qu'il n'y a pas de difficulté technique. La langue française, elle permet de nommer tout le monde sans stéréotype de sexe ou autre d'ailleurs. On en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'il y a d'autres stéréotypes à ne pas charrier, à ne pas transmettre par la langue. Donc, cette nouvelle habitude, en fait, c'est une prise de nouvelle habitude, c'est un changement d'habitude, écrire non sexiste
et faire attention aux stéréotypes. Et en règle générale, les neurosciences disent qu'il faut entre 2 et 3 mois pour prendre une nouvelle habitude. Donc, j'ai un petit peu calé cette formation sur ce temps, on va dire, semi-long. Donc, en gros, c'est 7 semaines à raison de 3 heures par semaine qui allient à peu près 30% de théorie, 70% de pratique. Mais pour disposer de la maîtrise, de la technique, connaître les outils pour ajouter une nouvelle prestation, en fait, à son offre professionnelle pour les métiers de l'écrit. Donc, ce qui fait que toutes les semaines, en fait, les personnes qui vont suivre la formation vont avoir des exercices à faire. Est-ce que, justement, vous vous retrouverez tous ensemble pour discuter des différentes solutions? Comment ça se passe, justement, l'apprentissage, que ce soit théorique ou pratique? Alors, il y a un petit peu de tout, hein. Donc, les stagiaires ont accès à une plateforme, reçoivent un courriel le lundi matin pour dire que le module de la semaine est à disposition sur la plateforme. Donc, les modules sont débloqués semaine par semaine, tous les lundis matins. Les modules comprennent une vidéo, des PDF, des bibliographies, webographies, des choses à lire, à regarder, des exercices à pratiquer, des exercices de terrain, parce que je pratique aussi un petit peu le principe de la classe inversée, c'est-à-dire que je vais faire travailler les stagiaires parce qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on expérimente aussi. Donc, il y a des expériences, il y a des choses un peu ludiques. Donc, ça, c'est en autonomie un peu quand on a du temps dans la semaine. Donc, ça représente à peu près 2 heures de travail. Et puis, le lundi matin de 11h à midi, on se retrouve en webinaire, donc en direct, pour une séance de questions-réponses, donc essentiellement des questions-réponses sur le travail de la semaine précédente, sur l'encours, sur les traductions ou rédactions en cours des stagiaires. Donc, on va beaucoup échanger. Et puis, je rajoute un petit peu de renforcement ou des choses un petit peu ludiques. On va faire des petits challenges, des petits défis, des petits jeux. Voilà, pour que l'heure soit agréable, ludique, et puis que on soit vraiment en bienveillance, enfin les unes vis-à-vis des autres ou les uns vis-à-vis des autres. J'ai quand même majoritairement des stagiaires, eux. Voilà, on alterne un petit peu comme ça, le distanciel, le présentiel, pas vraiment présentiel, mais disons le direct, synchrone et asynchrone, pour que chacune et chacun y trouve son compte, puisse échanger, ait le temps de la réflexion, de la mise en pratique, et puis pour revenir et repasser sur cette nouvelle habitude à prendre. Une formation, à ce que je vois, très très complète et qui donne envie de la suivre. Et d'ailleurs, je crois que tu proposes un tarif, alors que tu appelles, c'est très très joli je trouve, Rossignol du matin. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de cette offre et jusqu'à quand elle est valable? Alors, le tarif Rossignol du matin ou Early Bird en bon français, effectivement. Donc, il est à partir d'ouverture de la vente, donc mercredi 6 octobre. Et le tarif, il est à 700 € jusqu'au mardi 12, minuit. Et puis ensuite, du 13 au 15, la clôture des inscriptions se fait le 15 octobre. La formation est à 800 €. Donc, c'est un rossignol du matin qui vaut le coup, quoi, qui représente une aide conséquente. Et puis, bien sûr, la formation, elle est certifiée Calliope. Enfin, mon organisme de formation est certifié Calliope, donc ce qui permet aussi de déposer un dossier de demande de financement auprès de votre OPCO, selon ses FIFPL, Atlas, etc., quoi. Donc voilà pour les aspects tangibles et concrets. Oui, non, ce qui permet elle peut être plus facilement accessible justement grâce à ces possibilités de financement. En tout cas, si la formation vous intéresse, tu as une page de vente où on peut en savoir plus. Et puis voilà, ce petit coup de pouce Rossignol du matin jusqu'au 12 octobre. Et tu parlais des différents stéréotypes qu'il fallait éviter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à quoi tu pensais exactement? Oui,
Oui, parce que on parle souvent donc d'écriture non sexiste et moi la première, ou d'écriture épicène, parce que c'est vrai que comme je te le disais tout à l'heure, je suis partie de mes valeurs féministes pour donner de la visibilité aux femmes. Et évidemment, quand on se plonge sur les stéréotypes, on va aussi faire attention aux autres biais, aux autres stéréotypes que l'on peut retrouver dans la langue. Par exemple, les discriminations racistes, homophobes, validistes, grossophobes, etc. Donc, on va faire un petit peu attention à tout ça aussi. Dans la formation, je vais l'évoquer lors d'un webinaire, mais j'ai pas encore, on va dire, créé le module, mais peut-être qu'en 2022, je créerai aussi un module pour parler de façon un peu plus précise des autres discriminations et des expressions qui reviennent un petit peu ancrer des choses pas très justes, pas très bienveillantes pour tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. C'est oui, les discriminations racistes, homophobes, grossophobes, validistes. Et donc dans ton intention d'inclure tout le monde, d'écrire de manière inclusive, d'éviter tout stéréotype, je vois justement cette envie de changer le monde. Alors voilà, ma prochaine question, ce serait, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Est-ce que tu veux changer le monde? Oui, on en a parlé au RAN en préparant cet entretien de podcast. C'est vrai que j'ai un gros ego, hein. J'ai un gros ego, mais je fais mon petit travail de colibri. Oui, évidemment, j'ai envie de changer le monde. J'ai envie de changer le monde dans ce qu'il a d'injuste et de pas de respectueux de tout le monde. Donc, euh, j'ai parlé tout à l'heure aussi de langage clair, de voilà lutter contre tous les stéréotypes, s'exprimer. Tu vois, par exemple, je pense à la langue du droit qui est encore très très figée dans au moins un siècle en arrière, et je trouve pas juste, je trouve pas normal que quelqu'un qui reçoit par exemple le jugement d'un procès ne soit pas capable de comprendre, de décrypter, de décoder le jugement qui le ou la concerne. C'est absolument pas normal que l'individu citoyen, citoyenne lambda soit pas à même de comprendre la totalité d'une procédure juridique qui le ou la concerne. Donc là aussi, je trouve qu'il y a un vrai travail de langage clair et de sortir des jargons. Alors bon, peut-être que dans certains domaines très très pointus, très nichés, c'est important d'utiliser les termes précis, mais quand on est en communication, quand on a à communiquer avec des citoyens, citoyennes dont c'est pas le métier d'être juriste, bah, il faut se faire comprendre, quoi. Donc voilà, mes projets d'avenir certainement se tourneront aussi vers la promotion du langage clair, simple et continuer bien sûr toute la lutte contre tous les stéréotypes. Et évidemment, bah, mon outil préféré, favori, c'est la langue en tant que traductrice. Je trouve que la langue française est un levier extrêmement efficace, qui en plus ne demande, tu vois, aucun budget. On n'a pas besoin de budget pour s'approprier sa langue. Il n'y a pas besoin de légiférer, on n'a pas besoin d'autorisation. C'est l'usage. Le seul maître de la langue, c'est l'usage. Ça, je le répète souvent. Et l'usage, c'est toi, c'est moi, c'est vous qui nous écoutez. Donc voilà, il suffit de le décider, puis de prendre l'habitude de nommer aussi les femmes, de nommer, penser aux personnes non binaires, et puis d'englober tout le monde. C'est pas contre les hommes qu'on fait ça, c'est pour donner de la visibilité aussi aux femmes, pour que ce soit un petit peu plus égalitaire, et puis qu'on pense aussi toujours à l'autre moitié de l'humanité. On arrête d'avoir des schémas mentaux, des représentations visuelles mentales de groupes d'hommes blancs au poste de pouvoir, de décision, etc. C'est important aussi la représentation mentale qu'on a pour nos filles qui au collège, au lycée se projettent dans une profession. Si elles ont l'image d'un groupe d'hommes blancs quinquagénaires qui exercent tel ou tel métier de leur rêve, des fois c'est difficile de franchir, de s'imaginer, de se projeter sur tout ça, quoi. Oui, parce que comme tu le dis, quand on nomme dans un texte, par exemple, la phrase la manifestation a été composée d'agriculteurs, en fait, la première image qu'on a en tête, ça va être composé d'hommes
agriculteurs et pas forcément d'agriculteurs et d'agricultrices. Et ça, je crois qu'il y a eu pas mal d'études scientifiques sur ça, sur, je sais plus quel est le nom de cet effet, mais justement que au niveau cérébral, on a cette image d'hommes voilà, majoritairement blancs dans les pays occidentaux. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose que disait Eliane Viennot, qui est également une grande dame de l'écriture inclusive et non sexiste, qui disait que l'enjeu, ce n'était pas tant de féminiser la langue, mais de la démasculiniser, de redonner de la visibilité aux femmes dans la langue. Visibilité qu'on leur a enlevée pendant plusieurs siècles. Tout à fait. Et ouais, tout à fait. Et quand on plonge un petit peu dans les documents anciens, comme le fait Eliane Viennot, quand on va fouiller la Bibliothèque de France sur Gallica, par exemple, il y a énormément de documents anciens qui sont numérisés. On se rend compte que, par exemple, dans un recensement, l'équivalent de notre recensement moderne au XIIe, XIIIe siècle, les femmes, elles sont nommées au féminin. Elles ont une profession indépendante, elles vivent toutes seules avec un enfant et elles ont une profession et elles payent des impôts et elles sont nommées au féminin. Donc, il y a eu une période, je dirais presque un peu récente, de masculinisation, 18e, 19e. Alors, cette année, on célèbre beaucoup Napoléon. Bah, moi, c'est pas mon pote, parce qu'il il a vraiment fait beaucoup de dégâts, ce gars. Au niveau de l'émancipation des femmes, de l'égalité, tous les faibles espoirs que les femmes ont pu avoir pour avoir le droit de divorcer, pour gérer éventuellement un héritage ou un patrimoine de manière autonome à la Révolution, bah, les espoirs n'ont pas duré longtemps. Ça a été très très vite effacé au point que voilà, on a fondé ce mythe de la bourgeoise femme au foyer qui s'occupe de ses enfants à cette époque-là. Avant, ça fonctionnait pas du tout comme ça. Les femmes travaillaient. Tout à fait, et justement d'avoir cet emploi des termes féminins conjugaux, par exemple la duchesse, la femme du duc, la ministre et la femme du ministre. Et c'est vrai que en parlant des noms de métiers, ce qui dérangeait, c'était les noms de métiers qui étaient importants. Par exemple, le président, le préfet, on n'avait plus le droit de dire la préfète ou la présidente, c'était madame le président ou madame le préfet. Mais par contre, la boulangère, l'infirmière, la bouchère, alors là, pas de problème, le féminin, c'est toujours employé. Et heureusement que maintenant c'est le féminin est revenu et est employé, notamment avec l'arrivée d'Angela Merkel au pouvoir en Allemagne, où les premiers jours on a appelé Madame le chancelier et puis très vite ça a été la chancelière. Mais oui, et puis il circule en ce moment beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont dans l'autre sens, puisque le candidat qui se proposait de lui succéder disait dans son texte disait moi aussi je veux devenir chancelière. Et donc en allemand la langue est genrée. Et du coup sur les réseaux sociaux on voit fleurir justement des choses un petit peu drôles, des mèmes un peu sur ce principe-là, en disant mais moi ça fait 15 ans, puisque Merkel est au pouvoir depuis 15 ans, moi ça fait 15 ans que j'entends chancelière, donc même si c'est un homme qui est élu, maintenant je changerai pas, pourquoi il faudrait changer, donc non monsieur, je vous appellerai monsieur la chancelière. C'est donc, génial, bon, voilà, génial c'est ces tellement réactions. drôle. C'est tellement drôle. Non, mais tu vois, pour revenir à la masculinisation de la langue, elle est bien sûr, elle est liée à la domination masculine qui gère dans la société. Enfin, c'est ce système patriarcal, pour utiliser les grands mots. Mais jusqu'au début du XXe, quand même, les femmes ont été écartées des études supérieures. Elles ont pu passer le bac au début du XXe, et puis écartées des professions nobles et bien rémunérées, des professions de pouvoir. Mais le féminin, comme tu disais, le féminin, il existait pour bonnetière, ouvrière, marchande, etc. Mais voilà, les petits hommes verts à l'épée dorée, là, qui chipotent sur écrivaines, ambassadrices, autrices, alors que, évidemment, les femmes, elles ont toujours écrit, elles ont été diplomates, mais elles ont été effacées des livres d'histoire. Elles ont été, elles ont toujours travaillé et jusqu'au 14, 15e, elles avaient des noms de profession qui étaient féminins. Donc c'est très ambivalent tout ça, c'est très compliqué de, voilà, comment dire, ça a été quand même décidé. Il y a quand même des moments où on a, par exemple, ridiculisé les suffixes en S parce que ça faisait penser à fesses.
il faut quand même aller le chercher, quoi. Quand j'entends poétesse ou demanderesse, je sais pas, moi, j'ai peut-être pas le cerveau conçu comme tout le monde, mais j'entends pas fait si je vois pas ce qu'il y a de dévalorisant à ça, quoi, Bah à moi être non plus, mais poétesse. c'est comme, tu vois, quand on me parle d'écrivaine, on dit oui, ça rime avec veine. Ah, c'est moche, mais écrivain, ça rime aussi avec vin, donc c'est exactement pareil. Donc cet argument ne tient pas du tout la route. C'est tellement de mauvaise foi. Exactement, c'est de la mauvaise foi à l'état pur. Et donc pour terminer sur le sujet de l'écriture inclusive, est-ce que tu aurais un certain nombre de ressources à nous conseiller? Oui, alors donc comme on l'a vu, hein, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure que j'ai expliqué dans l'exercice que tu proposais, Oran, mais la langue française possède vraiment beaucoup de ressources pour nommer tout le monde. Alors on a parlé du doublet, hein, la double flexion, on a parlé des mots épicènes, et il y a une grande variété de mots épicènes, composés, etc. Il y a les termes de globalisation, on peut parler de la fonction, par exemple, on peut parler du mot de la présidence plutôt que du mot du président. La globalisation, on peut utiliser des néologismes hein, qui fleurissent beaucoup en ce moment. On peut jouer aussi, tu vois, entre la voix passive et la voix active. Ça permet de retourner la phrase puis de changer le sujet. On peut utiliser des pronoms non genrés, les qui et quiconque, etc. On peut utiliser les articles au pluriel. Et puis, bien souvent, et là, je rejoins un peu ma recherche aussi de langage clair, bien souvent, on peut omettre le mot en question, qui est au masculin et qu'on voudrait rendre un peu plus inclusif, parce que les textes sont très souvent redondants. Je traduis en ce moment un document sur la création de jeux et j'élimine les 3/4 des occurrences de player en anglais parce que donc joueur, que je devrais traduire par joueur, mais parce que c'est implicite. On est dans un document sur la création de jeu, donc ce que va faire le joueur ou la joueuse, ben voilà, c'est l'action, c'est ce qu'on va faire. C'est pas, il n'y a pas toujours besoin de nommer. Donc, je trouve que l'omission est encore un recours assez fréquent en fait dans mon travail de reformulation en français inclusif parce que beaucoup de mots n'ajoutent rien au message en fait. Aussi dans les solutions alternatives au masculin, mes clientes veulent parfois conserver des anglicismes. Voilà, le jargon de l'entreprise fait que un petit peu d'anglicisme est toléré. Donc par exemple, manager, leader, qui sont pas genrés, si on les laisse bien au pluriel, évidemment, si on met Oui. un manager, il faut repenser l'article, mais les managers, les leaders, on peut garder des anglicismes. On peut la garder des latinismes aussi, qui sont bien utiles, parce qu'on peut parler des seniors, des juniors, des ex, etc. Donc ça, c'est pas genré non plus. Donc toutes ces solutions, les solutions manquent pas en fait. Hein. C'est vraiment une affaire de changement d'habitude. Et ça s'accompagne. Voilà, piloter un changement d'habitude, ça demande une rigueur, une fréquence, un rythme, voilà, un petit peu, quelques heures toutes les semaines pour y penser. Mais il y a pas de difficulté technique. Il y a très peu de difficultés techniques en fait. C'est ça, mais aussi c'est bien d'être accompagné pour un peu briser certains blocages ou certains questionnements, ou parfois on a l'impression de se retrouver bloqué, alors que comme tu l'as dit, il existe tout un panel de solutions riches et variées. Mais c'est vrai que d'être accompagné dans ce cheminement, ça permet d'aller plus vite et plus loin. De l'importance du groupe. Voilà. Exact. Tout à fait. Et donc pour pour continuer sur les ressources, est-ce que justement tu aurais une ressource ou un outil numéro 1 hors ou concernant l'écriture inclusive que tu conseillerais à une tradupreneuse ou à un tradupreneur? Alors, je vais sortir effectivement de l'écriture inclusive et parler peut-être un peu plus aux tradupreneuses et tradupreneurs, parce qu'on a quand même un métier extrêmement statique. Et donc, l'outil numéro 1 que j'ai envie de mettre en avant dans ton podcast, ce serait le vélo de bureau, dans lequel j'ai investi l'année dernière. Donc tu vois, il grince encore, il est encore quasiment neuf. Et je trouve que c'est une bonne alternative au siège de bureau très confortable, au fauteuil de bureau vraiment traditionnel, classique. Et donc du coup, il est couplé avec mon bureau réglable en hauteur. Et ça permet de changer. Donc, en général, le matin, je lis mes emails debout sur le bureau à la hauteur maximale. Ensuite, je D'accord. passe sur le vélo pour les premiers
on va dire les tâches relativement courtes, et je m'installe dans le fauteuil que après quand je vais vraiment plonger dans mon entonnoir de traduction ou de révision qui demande voilà un temps un petit peu plus long. Donc voilà, j'ai envie de mettre en avant ce vélo de bureau parce que il apporte une belle alternative à notre métier un petit peu statique. C'est important de prendre soin de nous et de notre corps aussi. Tout à fait. Tu parles à quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des pauses. Pour justement, tu vois, faire toutes les heures pendant 5 minutes des petits étirements, des exercices pour se bouger tout simplement. Et oui, écoute, je vais penser pour un investissement futur au vélo de bureau. Et du coup, comment ça fonctionne exactement? C'est-à-dire que face à un vélo avec t'as la selle, t'as les pédales en dessous et t'as rien devant, j'imagine, pour pouvoir mettre ton bureau? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, il se glisse, hein. Je pédale sous le bureau, donc j'ai vraiment une posture très à la verticale de mon plateau de bureau. Et j'ai deux poignets qui sont comme des gros guidons, mais qui sont à la hauteur de la selle, qui me D'accord. permettent de me stabiliser un petit peu si si j'ai envie de pousser un petit peu en lisant. Évidemment, quand je traduis, j'ai les mains sur le clavier, donc on se dandine un petit peu parce qu'au début je m'étais dit mais voilà, tu vas pas pouvoir faire un zoom avec le vélo. Eh ben si, même même sur une visioconférence, c'est pas si perceptible que ça. C'est pas si je me dandine pas tant que ça en fait. Donc on fait bouger le bas du corps, ça c'est une bonne chose pour la circulation, mais je peux tout à fait taper, traduire, utiliser mon clavier en pédalant. Alors en pédalant doucement évidemment, hein, je suis pas essoufflée, mais ça maintient un petit mouvement quoi. Et voilà, il se glisse sous le bureau. Donc je l'ai posé moi sur un petit tapis, un petit tapis d'un mètre, 1,10 m là, 50 de large. Comme ça, il glisse plus facilement sur le sol et je peux le pousser, remettre le fauteuil et pousser le fauteuil et remettre le vélo le matin. Donc c'est assez fluide, c'est moins d'1 minute d'installation. Ah, super, et comme ça tu fais ton quota d'exercices journaliers. Et bah du coup, moi je vais en profiter juste pour parler d'une ressource que je trouve très pratique en parlant d'écriture inclusive. C'est notamment une ressource que tu as créée qui s'appelle le dictionnaire des termes épicènes qu'on peut retrouver sur ton site Translature. Voilà, dont je me suis servie à plusieurs reprises quand j'étais un peu coincée sur certains mots où je me dis mais quelle solution je vais bien pouvoir trouver? Et donc ton petit dictionnaire propose un certain nombre de solutions, de termes épicènes pour changer, modifier ces traductions et les rendre les plus inclusives possibles. Bah, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai que c'est un peu mon chouchou, hein, le dictionnaire, hein. En fait, voilà, on rentre un mot genré dans le champ de recherche et puis il affiche. Alors, bon, c'est pas toujours des synonymes exacts, hein, Oui. mais c'est aussi des termes proches. Par exemple, on peut aller piocher dans les hyperonymes ou dans les hyponymes, hein. C'est ce principe de, par exemple, un sens plus large ou un sens plus réduit. Par exemple, comme on a fleur, rose, Madame de Pompadour. Bon, le dictionnaire des synonymes épicènes va aller piocher dans les trois niveaux, enfin dans les X niveaux de corpus. Donc quelquefois c'est un peu tiré par les cheveux, mais dans un contexte donné, ça peut effectivement tout à fait remplacer le terme genré qu'on cherche à remplacer. Donc je Ça suis peut contente que tu l'utilises. Et puis ça donne de nouvelles idées aussi, même si on n'utilise pas forcément ces différentes solutions, mais on se dit ah oui, j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant. Je voudrais poser une petite question que je pose souvent à tous mes invités. Si tu devais supprimer un des clichés concernant notre métier, parce qu'il en existe plein, lequel serait-il? Alors, je pense que je supprimerais le cliché de vous me taperez ça en anglais. Parce que je trouve que voilà, dans cette petite phrase hein, qu'on a beaucoup entendue, enfin en tout cas pour ma génération, je sais pas si ça va forcément évoquer quelque chose chez l'auditoire du podcast des Translucides, mais vous me taperez ça en anglais, ça regroupe deux grands clichés qui sont faux sur notre métier. C'est d'une part, je ne travaille pas vers l'anglais, je traduis vers ma langue maternelle, et ça
notre clientèle a constamment besoin d'être éduquée, formée, informée sur le fait que on ne traduit que vers sa langue maternelle, et c'est une règle déontologique. Et il faut le répéter, voilà, sans se lasser, expliquer pourquoi on s'exprime mieux à l'écrit dans sa langue maternelle que dans la langue source, qui est nécessairement, à quelques rares exceptions près, nécessairement moins bien maîtrisée dans l'expression. Et puis le taper, la traduction, c'est évidemment un phénomène beaucoup plus complexe que de taper. Sinon, effectivement, les machines nous remplacent très très vite quand il faut remplacer un mot par un autre. Donc, il y a tout l'aspect de recherche terminologique, d'immersion dans le sujet, de recherche, de phraséologie qui est extrêmement complexe, de localisation. Voilà, tout cet effort-là, il se passe en dehors du clavier, essentiellement entre nos deux oreilles, et puis avec évidemment la recherche de nos ressources terminologiques et puis d'internet. Mais c'est un travail complexe. Donc voilà, j'aimerais bien supprimer ce cliché là du vous me taperez ça en anglais. Bah écoute, on va demander au petit magicien de Translucide d'exaucer ton vœu. On verra. Volontiers. Et donc pour terminer ce podcast, j'ai toujours une question de clôture qui est celle-ci. Si tu devais donner un seul conseil, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale? Alors, je dirais, je me donnerais le conseil de me pencher sur l'inbound marketing. Alors c'est quoi l'inbound marketing? Alors, l'inbound marketing, c'est une façon de se donner de la visibilité, à son activité professionnelle, à son offre, à ses prestations linguistiques, qui fait que c'est la clientèle qui vient à nous. Parce que j'ai longtemps, beaucoup trop longtemps, essayé de faire des appels à froid, des envois de courriels à froid à des gens avec lesquels j'aurais bien aimé travailler, sans avoir un taux de réponse vraiment incroyable. Et je me suis beaucoup épuisée, découragée et auto-convaincue que j'étais pas une bonne vendeuse et que c'était pas la solution et que j'y arrivais pas et que j'y arriverais jamais. Alors que si on prend le problème, si on prend la question à l'inverse, c'est-à-dire que on affiche clairement, authentiquement, avec professionnalisme qui l'on est, ce que l'on fait, eh bien, les gens nous trouvent, en fait. Notre clientèle adorée, notre persona parfait, idéal, la clientèle qui nous ressemble et qui partage nos valeurs, avec laquelle on va avoir plaisir à travailler, elle nous trouve. Donc, le contact se fait dans l'autre sens. Et pour moi, ça a beaucoup désangoissé et crevé l'abcès de je suis une mauvaise vendeuse et tout ça. C'est vrai qu'on fait un petit peu tout dans notre métier. Donc, je me pencherai sur l'inbound marketing un peu plus tôt. Ouais. D'accord, oui, c'est vrai qu'on est très multicasquette et comme tu le dis, le fait d'adopter l'inbound marketing, ça permet au fur et à mesure de construire un réseau qualifié et qui après, justement, via le bouche à oreille et via aussi l'image que tu transmets, tes valeurs, va toucher des personnes qui après voilà des contacts vont se nouer et puis finalement c'est ça plus ça plus ça qui après se multiplie et qui fait de chouettes rencontres, de beaux projets et de belles aventures. 100% d'accord, Orane. Et donc avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par quels moyens ou quelle plateforme elles pourraient te joindre ou te contacter si elles en ont envie? Je suis joignable sur LinkedIn, Isabelle Meurville, et je suis joignable via mon site internet qui s'appelle Translature, www.translature.com. Alors via la page contact, voilà, je suis assez réactive en général quand je reçois des courriels, que ce soit de demandes d'informations ou de compléments d'informations. Voilà, LinkedIn et mon site internet, c'est des bons moyens de me contacter. C'est parfait Isabelle. Et écoute, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, pour tes projets de changer de monde, pour ta formation, pour le langage clair. Voilà, tout plein de bonnes choses. Merci à toi Orane et puis longue vie aux tradupreneurs et tradupreneuses et puis à ton podcast. C'est très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.
d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources qui y sont mentionnées sont à retrouver sur le site tradupreneur.fr dans la section podcast et dans les notes de l'épisode. Sur ce site, vous y retrouverez aussi les formations et formules de conseils proposées par Gaëlle, des liens vers les réseaux sociaux animés par moi-même, ainsi que tous les articles de blog publiés par nos soins. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter mensuelle pour ne rien manquer des nouveaux contenus publiés sur le site et sur les réseaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à laisser un avis, un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous rendant sur notre page Tipeee. D'avance, un grand merci. Votre soutien nous permet de créer pour vous plus de contenu de qualité et de mener des entretiens avec des langagières et langagiers passionnés. Et si vous souhaitez entendre un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à nous partager vos idées. À tout bientôt!